Bonjour, 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 bonjour à tous, comment ça va? J'entends rien du tout, j'entends pas. Comment ça va? Alors, cette soirée, on en parle ou pas? J'ai les noms de ceux qui se sont couchés après 3 heures du matin. Viendrez me voir après. Plus sérieusement, merci à tous pour cette belle soirée. J'ai ouï dire que vous êtes bien amusés, moi aussi d'ailleurs. C'était vraiment génial. On est ici pour cette dernière plénière de ces rencontres 2025. Avant d'attaquer la plénière, juste 2 petites infos pratiques. On va vous envoyer d'ici quelques jours un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez nous envoyer tous vos commentaires sur ces plénières. N'hésitez pas à nous dire ce qui a marché pour vous, ce qui a moins marché, etc. Également, vous allez recevoir lundi par mail les codes pour vous connecter et regarder à nouveau les plénières en visio, en vidéo, voilà. Je voudrais faire monter maintenant sur cette scène les coprésidents normands, s'il vous plaît, Mégane Desca, Jacques Frichet, Christophe Paul, s'il vous plaît, venez me rejoindre sur scène, ainsi que le coprésident de la FEMA Sora, Étienne Deslandes, pour la passation. Bon, un peu de tenue, on va mettre un petit peu d'ordre en fait. Bien. Pendant ces 2 jours, on a pu avoir peur de vous dire « Voilà, il pleut ». Ou dans le même sens, vous dire que lorsqu'on dit qu'en Normandie on vit pluvieux, ce n'est pas forcément un constat de santé publique, mais plutôt un constat météorologique. Mais non, voilà, tout va bien, tout s'est bien passé. On a eu une belle lumière au Havre en fait. On a bien bossé, certains ont bien chanté ou très bien dansé, peut-être peu dormi. Bon, allez, c'est pas tout à fait terminé. Avant de faire la passation à Étienne de la FEMA Sora ECO, la FMPS Normandie, Jacques, Mégane et moi-même, remercions très chaleureusement tous les animateurs d'ateliers, les Normands, et bien sûr pas que les Normands, aussi tous les néophytes qui se sont lancés. Vous pouvez les applaudir. Merci à toutes les institutions locales, départementales ou régionales présentes ici. À l'équipe nationale d'Avec Santé pour son soutien. Ainsi qu'un gros travail réalisé par Laïla du National en partenariat avec l'équipe de Colloquium. À Julietta, je ne vous la connaissais peut-être pas, qui nous manque de notre côté. À Mathieu Morin, qui a rejoint l'équipe ces dernières semaines. Oui, des applaudissements. Un énorme merci à Martin Réveillon pour tout son travail depuis 2 ans. Sans toi, le Drakkar aurait peut-être coulé ou dérivé. Et enfin, à tous les bénévoles et super bénévoles qui ont tenu leur poste et de la bonne organisation, c'est grâce à vous. Merci à tous. Nous croyons maintenant que la FMPS Normandie peut envisager un avenir constructif et qu'elle va pouvoir compter sur ses bataillons de Vikings, son armada de Drakkar et ses équipes de rêveurs. Notre avenir régional est assuré. Bonjour, je suis désolé, petite séquence un peu émotionnelle, mais ça va être léger. En tant que coprésident de la fédération un canal historique, je tenais à adresser un message à quelqu'un qui nous a accompagnés depuis la création de notre association. Grâce à lui, pendant la traversée des années de galère que nous avons vécues, notre coquille de noix ne s'est pas transformée en radeau de la Méduse, ce qui aurait pu nous arriver. Voilà.
Je parle, les Normands l'auront compris, de Pierre Finsilbert. Pierre Finsilbert, quelqu'un de bien, de très bien. Et j'aurais voulu pouvoir partager avec lui ce moment qui marque aussi un processus de relais générationnel. Je sais que c'est un vrai crève-cœur pour lui de ne pas pouvoir assister à ces journées aussi importantes pour notre fédération. Alors Pierre, merci pour tout ce que nous te devons. Merci. Et maintenant, pour la FEMASORA ECO et Lyon l'année prochaine. Dans cette aventure, nous vous souhaitons un bon courage et beaucoup d'énergie positive. À défaut de dracard, on vous laisse une hache. Tu peux retirer les élastiques. Une hache pour couper du bois et construire des bateaux et construire des maisons. Mais une hache, par son esprit combattant, qui permet des fois de trancher les décisions difficiles, n'y voyez pas d'allusion. Et Lyon, ville des Lumières et ville spatio-temporelle, vous aurez certainement plein d'étoiles à nous montrer. On vous transmet aussi notre drapeau normand, vous savez, celui qui est allé sur la Lune, sur notre teaser. Et pour nous, la boucle est bouclée. Bon vent, bon courage à vous. Est-ce que je le reprends en partant? Bon, ça c'est fait. Merci beaucoup les Normands. Un grand merci pour ces très belles journées. Vous nous aviez mis un petit peu la pression sur la vidéo, donc on s'était dit, ce coup-ci, de toute façon, on ne fera pas mieux. On va essayer de faire autre chose. Bon, c'est fait, hein, on nous dirait. Vous nous mettez aussi énormément la pression après des journées qui étaient magnifiques. On a eu des très belles plénières, des conférences qui étaient très intéressantes. Au niveau de l'organisation, tout était parfait. Donc, on est un peu stressé pour l'année prochaine. Mais on sait aussi qu'on a plein d'atouts. Parce que déjà, comme vous l'avez vu, on est une équipe qui est hyper motivée, qui a plein de talents, qui sait faire plein de choses. Et encore, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on sait chanter. Je dis ça, je dis rien. On a une très belle ville, évidemment, Lyon, la capitale des Gaules, comme on dit, qui a plein d'avantages, qui a des fleuves, qui a des bars, qui a le TGV, et ça, c'est pratique aussi. On y vient facilement, à Lyon. On a un très beau palais des congrès, et très grand. On a une salle avec 3000 places, pour info. Ce qui veut dire qu'on vous attend tous très nombreux. 3000 personnes, c'est ce qu'on vise, il paraît, à Lyon, donc l'année prochaine, les 6 et 7 mars 2026. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous est pris à Lyon l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Transition pas facile, je vous le cache pas. On va quand même faire cette dernière plénière. S'il vous plaît, la tête dans les étoiles, perspective et évolution pour les équipes en MSP. Désolée de plomber un peu l'ambiance, mais bon. Et je vais appeler, sous les applaudissements de la foule en délire, parce que vous êtes chaud, les intervenants de cette dernière table ronde, s'il vous plaît. Patrick Voitou, co-président d'Avec Santé. Dominique Polton de l'HCAM. Cécile Fournier, sociologue à l'IRDES. Et Simon Champetier, responsable des projets stratégiques pour Ipsos Santé. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Bienvenue, mesdames, messieurs. Venez vous installer. Ouais, j'adore. Vous êtes top. Vraiment, vous êtes top. Super audience. Allez, on refait descendre un petit peu la pression. Donc, Patrick Voitou, co-président d'Avec Santé. Dominique Polton, l'HCAM, je précise, au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, conseillère scientifique et ex-rédactrice du rapport produit il y a 3 ans qui mettait en évidence l'importance de l'organisation des soins primaires et ses perspectives à 5 ou 10 ans. Cécile Fournier, je l'ai dit, vous êtes sociologue à l'IRDES. L'IRDES, c'est quoi? C'est l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous y faites précisément à l'IRDES? Vous êtes sociologue. Oui, bonjour. Que suivez-vous? Qu'étudiez-vous? Oui, alors l'équipe de l'IRDES, vous la connaissez parce qu'elle travaille depuis longtemps sur les soins primaires. Donc on est une équipe pluridisciplinaire avec des sociologues, des géographes, des économistes, des médecins de santé publique, des statisticiens. Et en fait, on évalue des politiques publiques, donc on fait une recherche en partie appliquée qui vise à éclairer les décisions publiques.
Et donc sur les soins primaires, on a notamment évalué les nouveaux modes de rémunération dans les années 2009-2015 qui ont permis de déboucher sur l'accord conventionnel interprofessionnel, le fameux ACI-MSP qui vous finance aujourd'hui. Et puis plus récemment, on a évalué aussi des nouveaux modes de financement expérimentaux dans l'article 51, donc ce qu'on appelait les financements PEPS et IPEP. Voilà. Et Simon Champetier, donc à ma droite, vous êtes, je l'ai dit, responsable des projets stratégiques pour Ipsos Santé. Et Ipsos Santé, c'est un réseau de cabinets médicaux de nouvelle génération, lancé en 2015 par des médecins, mais aussi des ingénieurs et des spécialistes en organisation. Alors sur cette session, on va se projeter dans le futur, le temps a été donné à l'instant, pour construire une vision qui nous permet d'anticiper nos réponses aux défis en santé. On va donc essayer de donner quelques repères pour construire ce dont on aura tous besoin demain. Comment, par exemple, oser, comment aller plus loin en équipe, en MSP, comment se sentir bien dans son travail. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, on va en parler maintenant. On aborde ces sujets avec vous qui avez une connaissance ancienne des MSP et comme l'avenir, on dit, appartient à ceux qui osent, alors on va oser. Je précise que comme hier, vous pouvez poser vos questions sur l'appli. Si on a du temps, on prendra les questions. Alors, ma première question s'adresse à vous tous, mais peut-être en premier lieu à Cécile. C'est quoi pour vous la MSP de demain ? Alors, grande question. En tant que sociologue, on travaille à partir de faits, de motivations, de pratiques qui sont recueillies sur le terrain. Et donc, je ne peux pas me lancer dans un exercice de prospective, mais par contre, je peux souligner deux choses, en fait. J'aimerais revenir rapidement sur les grands défis auxquelles sont confrontées les maisons de santé, auxquelles elles répondent déjà aujourd'hui, elles vont continuer à faire face, et puis souligner ce qu'elles parviennent déjà aujourd'hui à construire et à transformer, et qui sont des énormes atouts en fait pour relever ces défis. Donc ces défis, très très rapidement, vous les connaissez tous, ce sont pour notre système de santé des besoins croissants des patients qui sont liés à des maladies chroniques, des polypathologies, des situations sociales complexes. Ce sont aussi des inégalités sociales de santé, sociales et territoriales qui flambent. Et puis, face à ça, en fait, des difficultés qui sont liées à l'histoire de notre système, à ses hiérarchies, à ses cloisonnements. Et pour relever ces défis, en fait, on sait que les MSP offrent de nombreux atouts. Et je voudrais en souligner aujourd'hui, en fait, ça se base sur ce que disent les professionnels qui y exercent, donc sur vous. Et si vous êtes aujourd'hui si nombreux et si enthousiastes, et si vous avez la tête dans les étoiles, c'est bien qu'il y a deux choses très importantes que vous trouvez dans ces structures. C'est le travail d'équipe qui permet de mieux s'organiser et de construire du sens à ces pratiques. Et on en a plus que jamais besoin dans le contexte actuel. Et donc, si j'essaie de décortiquer un peu ces deux dimensions de votre travail, en commençant par le fait de construire ensemble du sens, en fait, exercer en MSP, c'est développer une nouvelle culture professionnelle. Et il y a différentes dimensions. Il y a cette culture, elle est fondée sur du travail collectif, sur des coopérations pluriprofessionnelles qui conduisent à un partage différent du travail, qui amènent aussi une vie d'équipe, une solidarité, une convivialité qui sont extrêmement importantes. C'est aussi la possibilité de répondre à des besoins plus larges que simplement la patientèle qui vous consulte, mais aussi les habitants du territoire. Et puis, c'est d'une certaine manière s'organiser pour répondre à une mission de service public. Se mettre ensemble, ça permet d'affronter ça. Et dans cette nouvelle culture professionnelle, il y a également la volonté de développer des relations moins hiérarchiques, plus d'horizontalité, de collégialité, de décider ensemble, en fait, d'organiser les prises en charge entre tous les professionnels du soin, de la santé, ou qui ont un rôle plus administratif, voire médico-social. C'est enfin, dans ce qui constitue cette culture, accéder à des financements collectifs et développer une responsabilité à la fois individuelle et collective dans des relations contractuelles avec les pouvoirs publics. Donc ce sont des transformations extrêmement profondes, mais cette nouvelle culture, c'est ce qui permet finalement de répondre aux défis rencontrés. Et j'en arrive à la deuxième dimension du travail, finalement, qui est cette organisation collective. En fait, ça va ouvrir plein de nouvelles possibilités, de nouvelles offres de soins et de santé pour différents publics. Et si j'essaye un peu de classer les choses, pour les patients, c'est des nouvelles manières de soigner. C'est des protocoles de prise en charge, c'est des parcours que vous arrivez à organiser en connaissant mieux les compétences des uns et des autres et en adressant à des patients, aux personnes que vous connaissez et avec qui vous êtes en lien. C'est aussi des pratiques de prévention et de promotion de la santé.
et la possibilité du coup d'inclure ça à la fois dans les consultations, mais aussi dans des projets qui sont dans les murs de la MSP, voire des projets hors les murs, donc d'aller en milieu scolaire, d'aller dans les maternités. Donc vraiment des nouvelles offres que vous faites à vos patients et aux habitants du territoire. Pour les collègues de la maison de santé, c'est aussi la possibilité de réfléchir ensemble, de tester, de transmettre des nouvelles pratiques, et donc en étant des lieux de stage et de formation, en étant des lieux où vous allez expérimenter des choses, mener des recherches. C'est aussi une dimension très importante de ce travail. Et puis, enfin, le fait d'être une équipe, d'être visible, eh bien, ça permet de travailler avec des partenaires élargis. Et du coup, de construire des collaborations nouvelles, à la fois avec des habitants, avec des élus locaux, avec des collègues hospitaliers, avec des collègues du médico-social. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et on revient vers vous tout à l'heure. Merci d'avoir posé le contexte et tous ces éléments de façon assez exhaustive. Simon Champetier, je l'ai dit, donc Ipsos Santé, vous dites que vous êtes en quelque sorte une coopérative sur les soins primaires. C'est la façon dont vous vous définissez. Mais finalement, c'est quoi la différence avec une EMSP? Est-ce que vous êtes une EMSP? On est MSP depuis peu, depuis Oui. 1 an maintenant, en tout cas sur le périmètre de nos cabinets parisiens. On travaille aussi dans l'esprit MSP avec des médecins généralistes, des infirmiers en pratique avancée, sages-femmes. Donc je répondrai oui à cette question. Peut-être ce qui différencie notre modèle, le modèle Ipsos, de la MSP plus classique, ouais. C'est cette notion de coopérative et de regroupement. On est une coopérative sur le soin primaire avec 3 idées fondatrices. La première, c'est qu'on a une gouvernance qui est partagée, dans laquelle les sociétaires, qui sont les professionnels de santé majoritairement, on voit au chapitre et orientent les grandes décisions stratégiques de notre organisation. La deuxième, c'est qu'on a des moyens, en fait, un fonctionnement opérationnel qui est relativement normé et standardisé, et qu'on développe nos systèmes d'information en propre pour continuer à travailler sur cette organisation. Et donc ça sous-entend d'avoir une taille critique et donc du coup d'être à 10-15 MSP pour pouvoir se regrouper et financer ces investissements. Et le troisième point, c'est qu'on a un projet médical qui est commun. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une approche en secteur 1, donc l'accessibilité des soins, sur des horaires étendus, sur l'inclusivité dans la prise en charge. Et tout ça, ça fait la différenciation sur Ipsos. Et vous avez décidé d'investir ensemble dans la transformation du système, c'est bien ça? Exactement, oui. Ouais. Exactement. Donc on investit donc au niveau des logiciels, on investit aussi sur notre article 51, donc qui est une approche aussi forfaitaire centrée sur le médecin traitant, mais aussi pour développer de la collaboration avec infirmiers et des infirmiers de pratique avancée. Et moi, ce que je rajouterais dans la MSP du futur, c'est évidemment qu'il y a un besoin d'une réforme de financement, qu'il faut développer cette approche forfaitaire. Je n'ai pas de certitude sur jusqu'où il faut aller, mais en tout cas, je suis sûr de ça. Et ça, c'est un point qu'on a en commun avec tous les acteurs ici. Et je dirais aussi qu'il y a besoin d'investir dans la recherche en soins primaires. Oui. Et ça, le chiffre que j'ai en tête, c'est qu'il y a 5% de la recherche qui est fait sur les soins primaires. Et donc, du coup, il faut s'organiser pour pouvoir être une plateforme de recherche, avoir des acteurs qui viennent tester des choses en vie réelle avec les médecins. Et ça demande des investissements, et notamment des investissements en système d'information. Alors, on va entendre Dominique Polton dans un instant, mais je voudrais vous entendre, Patrick, sur cette question. C'est quoi pour vous la MSP de demain? En tout cas pour moi, et c'est vrai que ça fait un moment que je baigne avec santé, donc peut-être que je partage mon avis avec d'autres, mais pour moi, la MSP de demain, c'est une équipe, mais encore plus intégrative qu'elle n'est actuellement. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est médical, paramédical, mais le social sera encore plus présent, je pense, au sein des équipes, et aussi une place de l'usager, de l'habitant, très important, parce qu'on sait que l'usager non seulement donne la légitimité, mais également participe, au même titre que nous, professionnels de santé, au sein des équipes, pour vulgariser, pour impacter encore plus. Cette MSP de demain, moi je la vois bien dans un contexte assez large, ouverte en tout cas. On parle beaucoup du One Health, on parle des écosystèmes, etc. Je vois bien nous projeter là-dedans. Alors peut-être que c'est un peu trop dans les étoiles, mais en tout cas on commence à en parler. Et puis enfin la MSP de demain, pour pouvoir arriver à
je veux dire, à coller aux besoins mouvants, toujours mouvants, de la population, des besoins en santé. Il va falloir qu'elle se dote aussi d'outils un peu plus modernes. On commence à parler de l'intelligence artificielle, elle arrive. Ouais. On la met un peu à toutes les sauces, mais en tout cas, je pense que ça mériterait tout à l'heure qu'on zoome un petit coup sur cet outil-là. Je pense aussi, comme tu l'as dit en introduction, à cette notion de MSP de demain qui fait très attention, je reprends un terme qu'on prend souvent avec santé, c'est l'indice de bonheur partagé. On ne peut pas faire abstraction de l'état de santé, moral aussi, des professionnels de santé. C'est quelque chose de très important. Et je me dis, mais peut-être que les nouveaux outils pourront nous permettre de savoir et d'anticiper dans notre rôle de managérial au niveau de l'équipe, d'anticiper les choses et problèmes, et qu'on ait, j'allais dire, moins de vagues désuétuelles, affreuses. Les creux de vagues sont terriblement... donnent beaucoup de souffrance. Et donc, je pense que la MSP de demain intégrera ça. Si on prend du recul, mais je ne veux pas prendre le sujet à d'autres qui sont mieux placés que moi, qui ont réfléchi, je pense que la MSP de demain, ça sera de toute façon la plus petite unité de notre offre de santé de demain. Ça sera fini, quoi. Faut pas rêver l'exercice solitaire, etc. Je n'y crois pas, moi. J'ai le droit de ne plus y croire, pour toutes les raisons qui sont là et qui font qu'on est là aujourd'hui, chaque année. On voit les plus-values. Mais pour montrer les plus-values, il faut en effet de la recherche, de l'innovation pour relever les défis de demain. Oui, c'est important et ça fera partie intégrante de la MSP de demain également. Ouais. Merci Patrick. Dominique, on ne vous a pas encore entendu. Donc pour l'HCAM, vous dites, pour moi, il ne faut pas commencer par l'offre, rêver la MSP de demain. Même si on l'a fait, il faut partir des services à rendre à la population. Mais quels services, justement? Alors si vous dites ce que je dois dire, vous me coupez totalement l'herbe sous le pied. Ça s'appelle une transition. Oui, je sais. Voilà. Peut-être juste, je dis un mot sur ce qu'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Je ne suis pas tout à fait sûre que la salle sache totalement si cette instance un peu obscure, mais quand même qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est simplement une instance qui réunit toutes les parties prenantes, des professionnels de santé, mais aussi des élus nationaux, locaux, des représentants des usagers, des administrations, et qui essaie de réfléchir collectivement et qui rend des avis au gouvernement, dont certains d'ailleurs ont été assez influents, par exemple sur Ma Santé 2022, justement pour essayer de pousser un système gradué avec des maisons de santé, des CPTS, etc. Et donc, on a réfléchi il y a 2-3 ans à cette question des soins de proximité et on a rendu un avis, un rapport. C'est ce que fait le Haut Conseil. Il ne fait pas de choses très concrètes, mais il rend des avis. Et une des lignes, effectivement, je pense, une des convictions profondes du HCAM, c'est qu'il ne faut pas partir de l'offre de soins, il faut partir des services à rendre à la population. Et d'une certaine manière, ce qu'on voit quand même en France, c'est que les services que rend la première ligne de soins, ils sont très inférieurs, très peu ambitieux par rapport à la fois à ce qu'on pourrait demander à cette ligne de soins et aussi à ce qu'on voit à l'étranger, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent chez d'autres qui peuvent aussi nous inspirer. Et par exemple, c'est des choses qui ont déjà été dites, mais ça peut être la question d'action de prévention organisée, ça peut être l'accompagnement et l'éducation thérapeutique pour les patients chroniques, toutes ces choses voient le jour souvent en hôpital, alors qu'elles devraient être d'abord en première ligne et en proximité. C'est aussi la prise en charge des troubles mentaux fréquents, qui est quand même un gros problème chez nous et qui, dans un certain nombre de pays, ont donné lieu à des gros développements en soins primaires, et c'est un peu embryonnaire, mais ça commence à venir aussi chez nous. Ça peut être la gestion des cas complexes, ça peut être la coordination des parcours de soins, c'est aussi le fait d'être beaucoup plus proactif vis-à-vis à la fois de la patientèle et du territoire. Et c'est tous ces services-là, au fond, qu'on peut avoir l'ambition de faire rendre demain à une médecine de première ligne plus structurée, plus organisée. Et effectivement, la vision du HCAM, c'est que, comme vous le dites, on se donne un objectif vraiment de diffuser, ça on y viendra peut-être parce que malgré tout ça ne se diffuse pas non plus à la vitesse de l'éclair aujourd'hui, et je pense qu'il faut y réfléchir, mais c'est que ce mode d'exercice se diffuse et prenne de plus en plus d'ambition dans le système et réalise de plus en plus de choses, encore une fois, au service des populations, parce que c'est pas tant, même si bien sûr le bien-être des professionnels est très important, mais la première chose à faire c'est de se poser la question de à quoi la population doit pouvoir prétendre d'une certaine manière en termes de soins de proximité. Et qu'elle le fasse, et je finis là, de manière effectivement moderne, là je suis tout à fait d'accord, c'est en conciliant ces valeurs du soin qui sont très profondes et qu'il faut garder, avec quand même une modernité de fonctionnement et une efficience du fonctionnement et une participation des usagers, et je pense qu'on va y venir. Du coup, vous avez répondu
Vous avez répondu en partie à ma question suivante, Cécile. En quoi est-ce que la MSP de demain sera plus attractive? Est-ce que c'est parce que voilà, tous ces services rendus à la population, est-ce que ça passe par là, l'attractivité de la MSP de demain? Bien sûr, ça passe par là. Je pense qu'on peut souligner quatre éléments principaux qu'on a essayé de rassembler dans un document de synthèse avec mes collègues Anne Moyal et Noémie Maurice. Premièrement, c'est le fait que de créer une maison de santé, ça permet de maintenir une offre, ça permet de ralentir la désertification. Là, c'est des collègues géographes aussi, Julien Mousquet, qui ont pu montrer ça. En plus d'apporter la capacité de tenir à des professionnels qui sont déjà en place et qui sont confrontés à des situations parfois très difficiles. Donc ça permet d'attirer des collègues, donc maintien d'une offre et donc d'un accès aux soins. Le deuxième élément qui peut être extrêmement attractif, c'est que ça permet d'améliorer les pratiques professionnelles, donc de mieux faire son travail. Et donc ça, il y a plein d'éléments qu'on a pu montrer. Une meilleure qualité des soins, par exemple le suivi des patients diabétiques, la vaccination, le dépistage qui peuvent être mieux organisés. Il y a une réduction des dépenses de santé aussi qui est possible, qui a été observée, notamment parce que les files actives de médecins traitants s'accroissent et donc on peut prendre plus de patients et en même temps ces médecins qui ont des grosses files actives, elles vont dépenser moins de santé, enfin elles vont être plus efficientes finalement. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça améliore les collaborations entre professionnels de différents métiers et que ça fait évoluer aussi beaucoup le rôle de chacun et notamment le rôle des infirmières qui sont souvent à l'avant-garde en fait des transformations. Donc voilà, amélioration des pratiques et transformation concertée. Troisième élément, c'est que ça améliore les conditions de travail des professionnels, le bien-être, donc ça vous l'avez dit. Ce qu'on voit dans les différentes études, c'est que non content de sortir d'un exercice solitaire, de trouver un collectif qui offre du soutien, de la convivialité, une meilleure reconnaissance des rôles de chacun, des compétences et des rôles de chacun, ça facilite l'ajustement des horaires, ça permet d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est aussi également associé à une rémunération un petit peu meilleure, donc ça a pu être montré pour les médecins notamment, ce qui est lié justement à un accroissement de leur file active et à une rémunération sur l'objectif de santé publique qui est plus importante. Et ça s'accompagne aussi d'une redistribution plus égalitaire des financements publics. On le voit notamment sur les financements qui permettent de rémunérer des réunions, des actions de prévention. Finalement, il va y avoir une évolution vers une égalitarisation de ces rémunérations entre les différents professionnels, même si, et ça ma collègue Noémie Maurice l'a bien montré, il reste encore des hiérarchies entre professionnels dans le reste du travail, des hiérarchies de genre aussi, et un manque de reconnaissance du travail qui est effectué pour le collectif, le travail des coordinatrices notamment. Il faudrait développer, être plus précise. Et mon quatrième point d'attractivité, c'est qu'en fait, ça permet de diversifier son activité. Et les professionnels disent que ça leur permet de tenir, finalement, de ne pas être que dans le soin, qui est parfois difficile, mais de diversifier, de faire d'autres choses. Et ça leur permet de construire des nouvelles organisations pour l'avenir, donc de tester des choses et d'être le socle de ces PTS. Par exemple, on voit que 61% des médecins de MSP sont en CPTS contre 14% des autres. Donc on voit que c'est vraiment un peu la première pierre, comme disait Patrick, le socle pour construire d'autres choses. Même si, bien sûr, il y a une grande hétérogénéité de ces pratiques, mais c'est un mouvement qui est intéressant à souligner. Merci Cécile. Simon, vous dites, si vous avez des modes de financement plus collaboratifs, forfaitaires, vous renforcez de fait la coopération entre les acteurs et donc vous renforcez l'attractivité. Donc il y a ce point-là, puis il y a aussi le point technologie d'investissement. Oui, alors du coup, il y a effectivement un côté... pour moi, la clé un peu de vous, c'est de changer le mode de rémunération pour le rendre plus forfaitaire, parce que vous avez un exercice de simplification qui est salvateur pour les équipes et que vous avez aussi un renforcement de la prévention qui est quand même un facteur d'attractivité pour les professionnels de santé. Vous avez aussi effectivement la nécessité d'investir. Donc je parlais de système d'information, mais pas que. Nous, ce qu'on défend beaucoup, c'est, je rejoins Patrick sur le côté, la MSP, le plus petit échelon. En fait, nous, on pense qu'il y a un besoin de regrouper les MSP, donc sous forme de coopérative ou d'autres formes, pour avoir des moyens mutualisés. Et que ça, c'est facteur d'attractivité. Parce qu'en fait, vous avez des experts qui sont là, alors quand c'est bien fait, évidemment, qui sont là pour vous aider sur la partie RH, sur la partie opération, sur la partie finance.
et qui en fait vous accompagnent dans votre MSP. Et donc du coup, vous avez une forme de libération du temps médical. Et aussi, c'est des choses que vous n'avez pas forcément bien faire. Vous êtes content d'avoir un peu de support là-dessus. Et ça, pour nous, on y croit beaucoup. Donc en fait, de se regrouper, ça, vous pouvez le faire que si vous êtes 3, 4, 5 MSP ensemble pour mutualiser des moyens. Dominique Bolton, en quoi cette MSP de demain sera plus attractive, en quelques mots, selon vous? Alors, je pense je vais peut-être avoir quelque chose qui est un peu... Ici, je pense qu'on est dans un club de convaincus que c'est très, très, très bien et c'est très, très attractif. Mais il faut quand même se dire que malgré tout, il y a eu des politiques plutôt de promotion de ces organisations et que moi je trouve que ça ne se développe pas spontanément si vite que ça. Et je pense qu'il faut se poser la question. Nous, quand on a fait cette réflexion au HCAM, on a auditionné énormément de gens et notamment d'ailleurs un certain nombre d'entre vous qui est dans la salle. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que les gens qui sont en maison de santé et qui ont des expériences réussies, ce qui n'est pas toujours le cas quand même, hein, mais ont vraiment ce sentiment, y compris pour ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de pouvoir faire tellement plus de choses, de pouvoir le faire tellement mieux, d'offrir un tellement meilleur service aux patients que c'est en soi, c'est-à-dire je pense un facteur, non peut-être pas d'attractivité parce qu'ils y sont déjà, mais en tout cas de grande satisfaction professionnelle. Et mais les gens nous disaient des choses, on était même très frappés, on disait mais jamais j'aurais pensé pouvoir faire des choses comme ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, et maintenant avec tout, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès, hein, en soi primaire, on peut pas le nier, et maintenant on fait des trucs que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. Je pense que ça c'est un motif d'attractivité, mais c'est presque un motif d'attractivité, je dirais, pour ceux qui y sont déjà et qui en font l'expérience effectivement réussie. Moi, je suis frappée quand même par le fait que, malgré tout, ça ne se diffuse quand même pas, encore une fois, si rapidement que ça, les maisons de santé professionnelles. Et on entend aussi quand même des craintes et qui sont assez justifiées parce que c'est quand même lourd à monter, parce que c'est lourd aussi à faire vivre, parce que même les plus enthousiastes disent que, et d'ailleurs, je t'entendais tout à l'heure parler des problèmes, des hauts et des bas de l'équipe, etc., que s'engager là-dedans, c'est une grosse prise de risque, pas seulement, enfin en plus avec les recrutements, etc., mais pas seulement financière, mais quelque part, c'est effectivement un gros investissement personnel, c'est une charge en plus, c'est aussi quelque part beaucoup de comptes à rendre aujourd'hui, peut-être qu'il faut simplifier la contractualisation, peut-être qu'il faut mutualiser. Nous, on était tout à fait au Conseil favorable aussi à des mutualisations qui permettent d'alléger aussi, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ces structures deviennent elles-mêmes des petites bureaucraties, quoi. Je veux dire, dans notre système, on en a quand même déjà pas mal, et l'avantage, malgré tout, du système aujourd'hui de ville, c'est qu'il est très plastique, très souple, assez léger, pas écrasé par une couche administrative énorme. Il faut faire attention à ça, je pense, et ça fait peur. Je pense que ça fait peur à un certain nombre. Et pourtant, toutes les enquêtes montrent que les jeunes, ils ont plus envie que leurs aînés. Ils aspirent à travailler en équipe, mais c'est compliqué. Il faudrait plus de choses clés en main, moi, je pense. Enfin, on a quelques idées au HCAM. On va aborder l'aspect innovation dans un instant, mais Patrick, je voudrais votre lecture de cette attractivité. En quoi est-ce que la MSP de demain sera plus attractive? Justement, si la MSP de demain veut être plus attractive qu'aujourd'hui, il faut justement aller dans le sens d'être plus léger, plus souple, plus adaptable. Oui. Donc je rejoins, mais alors tout à fait ce que disait Dominique tout à l'heure. Ce qui est très attractif pour un professionnel de santé quand on l'interroge, c'est de dire finalement, je suis le porteur d'une offre de santé de qualité. C'est le premier truc qui arrive en fait. Et donc, si on arrive à montrer qu'avec une MSP, on est en mesure de recenser les besoins d'une population, là, ok, et qu'on arrive ensemble, et grâce au collectif, à donner une solution à ces problèmes, alors là, je pense que là, déjà, c'est un élément très fort d'attractivité, rien que ça. Ensuite, l'attractivité, c'est se donner les moyens, justement, simples, pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc là, on rejoint l'intelligence artificielle, le management, etc. Tout ça doit aider le collectif. Il y a une autre chose aussi, pour qu'une MSP devienne attractive, il faut qu'elle soit reconnue en tant qu'équipe. Et là, on rejoint ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire les MSP, lieu de stage, c'est un cas très particulier, mais une reconnaissance de l'équipe à part entière, au-delà des individus, mais dans laquelle les individus se réalisent. C'est-à-dire, il est hors de question de gommer, d'effacer l'individu, il faut qu'il existe quand même. Mais le collectif doit permettre justement cette existence et cette réalisation. Et c'est là qu'elle est attractive, pour moi en tout cas. Alors je voudrais qu'on parle innovation avec vous quatre. Quel nouveau champ possible pour l'innovation des MSP de demain? Simon, ça passe par quoi justement? Ce
que disait Patrick sur la partie système d'information et nouvelles technologies. Je pense que nous, on croit beaucoup à la démocratisation du diagnostic, notamment avec les outils d'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on attire les nouvelles générations aussi. Je pense que ça permet, en fait, en tout cas, nous, de ce qu'on voit dans la pratique, typiquement, on utilise, là, on va tester un outil pour la spirométrie. Qui permet de l'aide de diagnostic sur avec de l'intelligence artificielle. Ça va être testé avec des infirmiers de pratique avancée et des médecins généralistes. Et c'est quelque chose d'un peu novateur qui, en fait, effectivement, attire un petit peu. Donc, pour moi, sur ces sujets-là, plus on arrive à innover, plus, en fait, on va attirer au moins les jeunes générations qui sont curieux de ce genre de sujet. C'est déjà le cas, d'ailleurs, un peu chez vous. Hein. Exactement. Cécile, votre regard sur l'innovation en MSP? Oui, alors il y aurait plein de choses, mais j'aimerais mettre l'accent, moi, sur l'innovation que représente le fait de développer un exercice participatif et promoteur de santé. Pour moi, c'est vraiment le cœur et à prioriser dans le contexte géopolitique, climatique que nous connaissons. C'est l'innovation qui consiste à se fixer pour objectif une réduction des inégalités sociales de santé. C'est bien de structurer la première ligne des soins, d'organiser les soins de proximité selon les termes de la loi de modernisation du système de santé, Ma Santé 2022, mais d'aller au-delà et de renouer avec les objectifs de la déclaration d'Alma-Ata, de l'OMS en 1978, qui donne vraiment aux soins primaires une visée de justice sociale dont on a bien besoin. Et donc, ça passe par des démarches qui sont particulières, en fait, réduire les inégalités sociales de santé. Donc ça nous renvoie aussi à une autre référence qui est la charte d'Ottawa de 1982. Et je vais citer trois démarches qui sont complètement liées, qui me semblent cruciales aujourd'hui, que certaines maisons de santé développent, mais c'est déjà l'aller vers, donc tu l'as dit aussi Patrick, aller vers les publics vulnérables pour améliorer l'accès aux soins pour ceux qui en sont éloignés aujourd'hui. Deuxièmement, c'est faciliter davantage encore la participation des usagers dans les maisons de santé, la participation des patients, des habitants, des territoires d'implantation. Et donc aujourd'hui, il y a des maisons de santé qui sont dites participatives, qui participent à l'expérimentation SECPA, elles sont 13, mais il y en a d'autres aussi qui développent des approches innovantes avec de la médiation, des traductions, de l'accueil qui est organisé autrement, et du soin également qui est concerté, construit en concertation avec les habitants. Et le troisième élément, c'est de développer la prévention et la promotion de la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'élargir les partenariats avec des acteurs qui sont déjà bien implantés, qui sont des associations, qui sont des instituts régionaux d'éducation et de promotion de la santé, qui sont des élus, et de se raccrocher à des dispositifs comme les contrats locaux de santé, par exemple. Et donc, ça peut vraiment faire le socle à des démarches comme la démarche One Health, une seule santé, ou des démarches plus écologiques. Donc, pour moi, c'est vraiment les innovations, c'est celles qui sont au service de la construction d'une équipe élargie à de nouveaux partenaires et qui vont œuvrer pour la santé des habitants d'un territoire. Dominique, vous êtes assez d'accord, Dominique, avec ça, parce que pour vous, innovation, ça passe par avoir des approches plus systématiques, des démarches proactives, collectives, le aller vers, justement. Oui, je ne vais pas répéter ce que dit Cécile, parce que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on se proposait d'avoir... Alors, le HCAM, vous voyez, il avait dit il faut faire des soins primaires ou des soins de première ligne une locomotive de l'innovation dans le secteur de la santé, ce qui est aujourd'hui pas vraiment le cas, et que ça soit vraiment massivement un lieu d'innovation. Et l'innovation, elle est à la fois effectivement technologique, mais parfois c'est des petites technologies quand même. Moi, pour ceux d'entre vous qui sont allés peut-être voir des organisations étrangères, il y a plus de 15 ou 20 ans, dans des organisations comme Kaiser par exemple, les médecins généralistes répondent aux mails et discutent par mail aussi avec leurs patients. Aujourd'hui, ça se fait avec des médecins hospitaliers, relativement plus souvent qu'avant. Moi, je ne connais pas beaucoup de cabinets de médecine générale ou de maisons de santé dans lesquels ça se fait. Et je pense qu'il faut, et ça les technologies aident, je sais bien que c'est bien d'avoir un accueil physique, tout à l'heure on en parlait à propos de la participation des usagers, qu'il faut des gens qui accueillent. Malgré tout, je crois que l'enjeu aussi de notre système, si on regarde les choses de façon un peu globale, c'est qu'on aura de plus en plus de gens à soigner, et on est trop, sans doute, aujourd'hui dans le paradigme de la façon de soigner, c'est la consultation en présentiel avec le médecin. Donc il y a à la fois tous les autres professionnels, effectivement, ça c'est clairement l'équipe qui permet ça, mais il y a aussi quand même diversifier les moyens de contact avec les patients, et le mail en fait partie, le téléphone aussi, ça c'est pas une grande
grande innovation technologique, mais ça peut servir. Et aussi, par exemple, la télémédecine. Aujourd'hui, on a des expériences de télésurveillance en hôpital, essentiellement. On ne voit pas pourquoi on n'aurait pas, et certains pays commencent à le faire, des diabétiques qui se surveillent et qui envoient leurs résultats à la maison de santé. Et la maison de santé peut traiter ces données-là, à condition évidemment d'avoir la structure pour. Mais c'est tout à fait faisable. Et quand même, ces outils-là, il faut les intégrer parce que c'est aussi des outils qui permettront malgré tout de prendre en charge des besoins qui sont croissants, ça on le sait tous, avec des moyens qui, malgré tout, on est ici pour imaginer un futur sans doute radieux, mais qui resteront quand même de toute façon limités, même s'ils sont énormes. Alors, on a beaucoup de questions de la salle et c'est super. Merci à tous. Mais terminons le tour de table avec vous, Patrick, sur l'innovation, justement. Et on prend les questions de la salle ensuite. Alors, très rapidement, pareil, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais pour moi, la place de l'innovation au sein des MSP, c'est... Je voulais parler de l'intelligence artificielle un petit coup quand même, parce que souvent, on l'utilise et on la projette pour économiser du temps médical, simplement. Et je trouve un peu dommage parce qu'on oublie un peu le versant qualité, parcours, etc. Et je pense que ce versant qualité avec l'IA devrait être reconnu et valorisé plutôt que simplement voir plus de façon quantitative de patients pour un médecin ou pour une infirmière, etc. Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'IA, je l'ai dit tout à l'heure, devrait aussi servir pour l'équipe, justement pour éviter ces souffrances passagères. Je voulais aussi zoomer un petit coup sur la recherche en soins primaires, avec des sujets qui, pour l'instant, vu le contexte, sont malheureusement, j'allais dire, pas sur les organisations, c'est pas de la recherche interventionnelle, recherche-action. On est sur des recherches encore, je dirais, académiques, et avec des méthodologies qui collent pas forcément tout à fait au monde des soins primaires. Et il reste des choses à faire. Sur cette recherche, on sent que les choses vont changer. On en est aux prémices, j'allais dire, du changement. Cette recherche doit faire vraiment partie intégrante des maisons de santé. Que ce soit porteur, éventuellement, ou investigateur, peu importe, mais en tout cas, on doit faire partie pour montrer, démontrer et trouver des choses innovantes pour justement aller en avant et anticiper les choses. Montrer et démontrer, c'est vraiment essentiel pour nous. Ouais. Simon. Je peux peut-être rebondir là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ce qu'on essaye de faire là, c'est qu'il faut lever pas mal de freins pour arriver à faire ça. L'avantage qu'on a à Ipsos, c'est qu'on a nos systèmes d'information. Mais les freins qu'on rencontre, c'est surtout des freins de l'ordre d'inclusion des patients, d'adapter les systèmes d'information pour que, en fait, vous puissiez adapter facilement, intégrer facilement des patients qui pourraient faire partie de tel ou tel projet de recherche. Et ça, en fait, mine de rien, si on arrive à faire ça de manière un peu plus collective, ça va vraiment accélérer. Après, il faut trouver les projets aussi, mais il y a vraiment une question de frein, de bien comprendre ce que c'est que le travail d'un médecin généraliste ou d'une infirmière et de pouvoir lever ces freins pour favoriser l'inclusion. Patrick. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose. Toi-même, tu n'es pas médecin. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au sein de ces futurs MSP, je pense que, tout à l'heure, je disais qu'il faut que ça soit ouvert. Ce sont des lieux ouverts, lieux de soins, lieux de santé, lieux de vie, qui pulvérisent les cloisons intergénérationnelles, etc. OK. Mais aussi au niveau des équipes elles-mêmes de la recherche, je pense que ce sont des lieux qui accueillent autre chose que des gens du monde de la santé, on a des sociologues, etc., mais des géographes, des économistes de la santé. Il faut que ça grouille, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Allez, on va prendre les questions parce qu'elles sont nombreuses et je voudrais vous donner la parole. La première, elle est pour vous, Simon. Si un jour Ipsos est racheté par un acteur privé comme Ramsay, quid des données de santé collectées au fil des années ? Je m'attendais à cette question. Tant mieux. Alors peut-être que ça me paraît un scénario peu probable, mais on va se mettre dans cette situation-là. En fait, l'organisation d'Ipsos Santé, elle est en une forme de coopérative. Donc, du coup, vous avez effectivement des investisseurs privés parce qu'on a besoin de capitaux pour financer nos logiciels, mais vous avez quand même une partie de l'actionnariat qui est tenue par les professionnels de santé et les sociétaires, comme je les appelle. Ça, en fait, déjà, il faut quand même pouvoir arriver à tous les convaincre en même temps qu'il faut vendre à Ramsay. Et en fait, en soins primaires, la valeur ajoutée de ce qu'on propose, elle est
particulièrement sur les soignants. C'est en fait les soignants notre valeur ajoutée. Donc si vous êtes racheté par Ramsay Santé, probablement Ramsay Santé va acheter une coquille vide, puisqu'en fait vous aurez plus de professionnels de santé. Moi, je ne crois pas à ce scénario-là, parce qu'en fait, du coup, on a intégré dans nos équipes, on a de plus en plus de gens, donc il faut arriver à convaincre de plus en plus de monde, et on a quand même un filtre à l'entrée avec un projet collectif qui dépasse les intérêts financiers. Et ça, c'est quand même vraiment important. Alors, on va élargir cette question. Comment éviter la financiarisation, c'est encore une question de la salle, hein, et la récupération des MSP par des financiers moins animés par le cœur des projets de santé? Comment faire aujourd'hui? Donc là, je vais commencer une réponse. Enfin, pour moi, c'est important de garder ces concepts, d'avoir tout le monde dans le même bateau sur des gouvernances partagées. Donc, du coup, ça, c'est déjà un premier filtre. Parce que ça vous permet d'aligner tout le monde vers un intérêt commun. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Ipsos. Alors peut-être que dans 20 ans, en fait, je reviendrai vers vous, je dirai j'avais tort. Mais en tout cas, il y a quand même un besoin d'investissement, ça c'est important. Donc il y a besoin d'avoir des capitaux. Et on essaie de concilier de se dire, en fait, on veut garder la main sur notre outil de travail. On a réfléchi à la gouvernance de manière à ne pas se faire sortir par des investisseurs qui, en fait, ne sont pas aussi vertueux que nous. Et on pense qu'avec ce système-là, on peut construire la MSP de demain. Patrick, je lis la question, je la formule telle qu'elle arrive. Il y a dans la salle 4 ou 5 équipes qui expérimentent une pratique forfaitaire avec un investissement public raisonnable. Pourquoi avoir choisi Ipsos ce matin pour illustrer des innovations? Pourquoi pas? Avec Santé, on est un mouvement assez ouvert. Je parlais tout à l'heure de maisons de santé, l'ouverture d'esprit. Moi, je crois que tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. On n'est pas là à vendre un modèle, si ce n'est des valeurs, qu'on partage, j'espère. Mais je pense qu'il faut vraiment... ça incarne l'échange, la discussion, l'enrichissement. Je ne suis pas dans Ipsos, Ipsos n'est pas... Mais vous voyez, il y a peu de temps, vous n'étiez pas dans le mouvement avec Santé. Là, vous vous intéressez, etc. Bienvenue, quoi. Bienvenue, tout simplement, en toute simplicité. Alors, réponse aux enjeux d'accès aux soins et aux besoins complexes des usagers, agilité de l'organisation et des modes de financement, capacité à innover, on vient d'en parler, mais comment finalement concilier vraiment ces attentes fortes du système par rapport aux équipes? Et puis, on n'en a pas parlé, mais quid de la gestion, la question du bien-être au travail des soignants? Cécile et puis Dominique. Oui, en fait, on se rend compte que ce qu'on est en train d'essayer de construire avec la tête dans les étoiles, c'est la mission qui avait été dédiée par la réforme Debré en 58 aux hôpitaux, une mission de service public, triple mission qui s'appuyait sur le soin, la formation et la recherche. Donc voilà, vaste ambition. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent sur l'équipe, la possibilité de construire du sens, la possibilité de s'organiser autrement. En fait, ça demande un énorme travail. Donc cette équipe, il faut en prendre soin. Il faut lui laisser du temps. Il faut lui donner des moyens, il faut lui laisser du temps. Parce que, en fait, on essaie de faire bouger les frontières professionnelles, on essaie de faire bouger les identités pour se partager le travail autrement. Donc c'est quelque chose qui est long. Et qui requiert effectivement à la fois de bien nourrir cette fonction de coordination. Mais quand on étudie la fonction de coordination et le travail de coordination, je dirais, on voit qu'il ne repose pas que sur les coordinatrices, il repose sur tous les membres de l'équipe qui s'investissent d'une manière ou d'une autre, qui se relayent, qui se soutiennent. Et ça, c'est un travail qui n'est pas forcément très, très visible aujourd'hui ni reconnu. Donc soigner ce travail d'articulation, lui donner du temps. On appelle ça comme ça en sociologie, ce travail d'articulation. C'est aussi arriver à prioriser les projets. En fait, on voit qu'il y a énormément de choses à construire. Il va falloir y aller petit à petit dans le temps et se concerter pour ça. Et puis, se construire la confiance aussi entre des professionnels qui ont des compétences différentes. Donc ça, je dirais, c'est un premier enjeu, c'est de prendre soin de l'équipe, la faire vivre, avec des rôles à jouer de chacun. Et on a bien vu comme c'était important au moment du Covid, en fait, comme ça permettait finalement d'agir, d'être ensemble et de s'organiser. Et pour ça, ce qui peut aider, c'est aussi beaucoup la formation. Formation initiale et continue, et je voudrais en profiter pour citer un exemple de formation que je trouve très intéressant, qui a été proposé par des collègues médecins et du domaine de l'éducation pour la santé, donc Laure Fiquet, Pierrick Renaud, Françoise Anzo, avec l'aide de François-Xavier Schweyer. Il y a un petit livre qui est sorti,
qui s'appelle « Apprendre à travailler ensemble ». Et en fait, ça montre comment ils mettent en présence des étudiants qui sont en dernière année de formation, donc en des âges différents, mais des médecins, des infirmières, des diététiciennes, etc., qui, en dernière année, avant de sortir sur le marché du travail dans un même territoire, se rencontrent, apprennent à se connaître, rencontrent des patients et se mettent à travailler sur un projet de territoire. Et je trouve que ça, c'est un exemple que j'avais envie de citer parce que je le trouve vraiment intéressant. Et donc, prendre soin de l'équipe, c'est se donner les moyens d'ajuster. On sait qu'il va falloir sans arrêt ajuster. Deuxième enjeu, je pense, c'est se mettre dans cette dimension de cette envie de promouvoir la santé sur les territoires. Et là, il y a des questions de rémunération, donc diversifier les sources de rémunération. C'est pas évident. On voit bien que l'acte ne permet pas de tout faire, notamment de se mettre dans une visée globale ou de prévention. Et donc aller vers des formes forfaitaires, voire du salariat, dont on a vu qu'il était vraiment important pour certaines missions. Et accroître les partenariats sur les territoires, donc se raccrocher à tout ce qui existe en termes de dispositifs, CPTS, dispositifs, les DAC et les contrats locaux de santé. Et troisième enjeu, j'avais aussi envie de citer la recherche, mais vous l'avez déjà évoqué. On a besoin en fait de travailler à la fois sur les transformations qui se font, leurs conditions de possibilité et leurs effets, leurs impacts. Donc pour ça, on a besoin de recherche-action, on a besoin de recherche pluridisciplinaire. Et qui demande du temps, qui demande de construire des bases de données aussi, d'accéder à des données sur l'activité, sur les résultats de soins. Et donc, pour ça, on a besoin aussi que ces recherches elles se construisent avec des usagers, avec des chercheurs et avec tous les différents corps de métier en fait, qui sont dans vos équipes. Dominique, comment concilier toutes ces attentes fortes du système ? Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi ça reste un modèle minoritaire si tout ça, ça a l'air finalement tellement bien ? On en a dit quelques mots déjà. Je pense qu'il faudrait arriver à ce que ça soit plus facile, et notamment pour les jeunes, et peut-être pour certains qui peuvent effectivement entrer directement dans une maison de santé, c'est très bien. Pour d'autres qui essaient de la construire, et c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourtant, il y a quand même la posture de ce point de vue-là des administrations a beaucoup changé. Dans une dizaine d'années, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien, mais moi, je pense que ça reste trop compliqué. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne demande pas à ces professionnels de santé d'être aussi des entrepreneurs ? C'est un peu ça, mais tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. C'est pour ça que je pense, c'est ce que tu disais Cécile, je pense qu'il faut aussi éviter toutes ces choses qu'on a en France, qui est de dire il y a les gens libéraux, il y a les salariés, et les uns et les autres sont en train de se critiquer mutuellement, ou bien il y a les centres de santé, il y a les maisons de santé, c'est pas pareil, et tout ça, ou bien alors il y a aussi l'investissement privé ou l'investissement public. Moi je pense qu'il y a plusieurs, bien sûr ça serait formidable de n'avoir que de l'investissement public, et sans doute qu'il faut certainement renforcer l'investissement dans les soins primaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même ne serait-ce que l'investissement immobilier, la façon de réfléchir à comment on construit des locaux, ça existe aussi. Par exemple, en Angleterre, il y a des conseils là-dessus. Et quand vous voyez chez nous, on a la NAP qui le fait énormément pour les hôpitaux, mais il n'y a personne, bien sûr, il y a des cabinets de conseil, mais je veux dire, il n'y a personne qui prend en charge cette idée de l'architecture des maisons de santé de demain, etc. Comment il faut les concevoir, qu'est-ce qu'il faut... Et ça, c'est quand même une espèce de vide autour des soins primaires, d'investissement à la fois de réflexion intellectuelle, etc., et d'investissement financier. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse complètement se passer du financement privé. Et c'est vrai qu'il y a des pans entiers de notre système qui sont en cours ou qui sont déjà largement financiarisés. Il y a la biologie, qu'on a complètement ratée, et maintenant on voit un peu pourquoi. Il y a la radiologie qui est en train de se faire. Et dans un certain nombre de pays, il y a quand même les soins primaires. Donc c'est pas non plus... c'est vrai que c'est pas une menace totalement hypothétique, mais je pense que justement l'intérêt, c'est de réfléchir à des solutions qui, peut-être celle d'Ipso en est une, je sais pas, en tout cas moi je trouve qu'il faut accueillir aussi tous les gens qui innovent, et quelle que soit un peu l'organisation. En tout cas, il y a des choses très intéressantes qui se passent ici ou là. Je pense qu'il faut un niveau de mutualisation. Parce qu'au fond, la maison de santé, c'est bien, elle va grossir, elle aura de plus en plus de compétences en interne, elle va de plus en plus nouer des partenariats avec d'autres compétences en externe. Mais il y a un moment donné, moi je pense que la maison de santé ne pourra pas se doter à chaque fois d'un technicien d'information qui va exploiter les données, de quelqu'un qui fait... Et donc, il faut un niveau de mutualisation qui est déjà assuré par certains, parce que les fédérations, d'ailleurs, les maisons de santé font une partie de ce boulot-là,
parfois qui sont assurés dans des expérimentations article 51, par exemple IPSO, mais aussi de notre façon par Équilibre, qui est une organisation dans laquelle il y a cette couche de support qui finalement mutualise des formations, Parasalé aussi, on peut dire, c'est aussi une autre forme, mais ça existe. Et du coup, moi, je pense qu'il faut réfléchir peut-être aussi à comment, si on se va vers un système où l'unité de base, comme tu le disais, c'est la maison de santé, où est-ce qu'il faut trouver des niveaux, et de quelle sorte, les CPTS aussi, bien sûr, ça peut être, mais pour héberger peut-être des fonctions qui serait sans doute pas possible de garder au niveau de chaque maison de santé, parce que ce serait un gâchis, et je pense qu'on n'aurait pas de quoi non plus employer des gens, même, alors peut-être à temps partiel, en les mutualisant. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un enjeu de mutualisation, de simplification, peut-être de la contractualisation. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, on a des choses très sophistiquées dans les contractualisations, on a plein d'indicateurs, tout ça, mais c'est lourd. Et c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière et de simplifier et peut-être faire un peu plus confiance aux professionnels, de moins compliquer la reddition de comptes d'une certaine manière, parce que c'est aussi ça qui est lourd et qui peut-être peut devenir bureaucratique au bout d'un moment. Voilà, sinon, moi j'ai aussi une dernière idée, c'est que comme dans d'autres pays, on pourrait donner plus de liberté d'organisation à des équipes de plus en plus matures. C'est assez clair quand même qu'il y a un cheminement et qu'au fur et à mesure qu'on se développe, on voit bien qu'on a des ambitions nouvelles, mais on a aussi des capacités nouvelles, on est aussi plus nombreux éventuellement ou plus diversifiés, et que je pense, ça a existé, hein, par exemple en Angleterre, il y avait des niveaux, et à partir d'un certain niveau, finalement, on avait plus de liberté d'organisation, peut-être, alors certainement avec des rémunérations forfaitaires, sinon c'est juste pas possible, de toute façon on ne peut pas rémunérer ce dont on parlait tout à l'heure, chaque mail, chaque coup de téléphone, ça n'a aucun sens. Donc il faut certainement des rémunérations d'équipe, des rémunérations forfaitaires plus importantes, mais il faut aussi peut-être plus de liberté pour les équipes qui se sentent capables d'embrasser plus de choses, et avec peut-être effectivement des contrats d'objectifs ou des choses comme ça, et puis faciliter au contraire l'entrée, la démarrage. Je pense qu'il y a ces deux éléments-là qu'on pourrait... Et dire que c'est une aventure avec un engagement qui ne marche pas toujours aussi, hein. Ça peut arriver. Simon, la clé pour vous, c'est la refonte des modes de financement. Oui, c'est exactement ce qu'on... Enfin, je pense que disait Dominique, c'est exactement ce qu'on porte à IPSO. On pense que... On libère, en fait, on a un exercice de simplification, on libère en fait l'organisation de contraintes à l'acte qui ne sont pas forcément nécessaires. Juste donner un petit exemple, dans notre expérimentation, on a une approche forfaitaire, on a déjà des résultats de l'évaluation. Il y a 70% des patients qui ont noté que leur médecin était beaucoup plus disponible en dehors des consultations parce qu'on a touché au mode forfaitaire. Et donc du coup, ça libère la possibilité de répondre par mail, de gérer au téléphone, de coordonner ou d'avoir d'autres professions qui en fait interviennent dans la prise en charge du patient. Donc pour moi, la clé, c'est le financement. Savoir exactement quel est le modèle dans lequel il faut se projeter en 2050, j'ai aucune certitude. Je sais juste aussi, c'est ce qu'on porte dans l'article 51, que pour embarquer le plus de monde, il faut partir de l'existant. L'existant, c'est l'acte et les forfaits patientèles médecins traitants, et que du coup, on considère que notre approche peut être la marche d'après, avec Équilibre notamment, pour consolider des approches forfaitaires dans les MSP. Patrick, votre lecture sur comment concilier toutes ces attentes, et puis le mot de la fin, parce qu'on va clôturer. Je vais essayer d'être très court parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais. Moi, je dirais souplesse, adaptation, simplification, mutualisation, Dominique en a parlé tout à l'heure, cohérence territoriale, c'est-à-dire qu'une MSP n'est pas seule là au milieu à faire ce qu'elle veut. Je pense qu'il y a quand même des partenaires, des organisations territoriales avec qui il faut justement accorder nos violons, avoir des vrais projets de santé publique ensemble et marcher en cohérence. Le bonheur en tant qu'usager, c'est trouver justement des réponses à ses besoins. Une maison de santé, c'est visible, c'est une porte qu'on pousse, c'est un accueil, c'est une écoute. Les modèles économiques doivent être au service de tout ça. Le bonheur des professionnels de santé, je le mets en dernier parce que on ne peut pas l'oublier, bien entendu. Et donc ça traverse tout ça. Moi, ma synthèse, c'est celle-ci, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens publics pour accéder à tout ça, en effet, on s'expose à une financiarisation de la médecine et des soins primaires. Ça serait dommage.
Ce sera le mot de la fin. Merci mesdames, merci messieurs, merci infiniment. Vous restez là avec nous. On va conclure cette plénière. Patrick, je vous laisse appeler vos coéquipiers, Emmanuel et Pascal, pour la conclusion de ces journées, s'il vous plaît. Allez, venez nous retrouver, Emmanuel et Pascal, pour la conclusion. Merci beaucoup.